D'accord. Bon, merci. Bon, ça, c'est une expérience de projet de renforcement de capacité qui est portée par les OPR. Bon, c'est les organisations de producteurs au niveau régional, les réseaux régionaux d'OP. Alors, très rapidement, on va parler un peu de la demande et de l'offre. En tout cas, la situation qui a créé justement ces besoins et ces offres de renforcement de capacité. On va parler des acquis, ce que les OPR ont obtenu de ce projet, et des performances en termes d'influence, parce que comme on le verra tout de suite, et comme le titre le dit, c'est un projet de renforcement de capacité de dialogue et d'influence et de mise en œuvre des politiques agricoles, agro-pastorales et de sécurité alimentaire. Ce que les OPR cherchent dans ce projet, c'est d'avoir les capacités d'influencer, de faire prendre aux politiques agricoles régionales des dispositions, des décisions en faveur de ce qu'ils pensent être bon pour leur exploitation agricole. Voilà donc, et les bonnes pratiques. Bon, il faut dire que les bonnes pratiques, nous sommes dans ce projet dans une phase de capitalisation. Les équipes techniques des OPR ont réfléchi et ont des éléments de bonnes pratiques, mais il faut dire que là, ce n'est pas encore validé par leurs leaders, et ce sera fait très prochainement dans un comité de pilotage. Donc sur les bonnes pratiques et même sur les performances, c'est encore à l'état de projet qui sera soumis aux leaders des organisations de producteurs. Maintenant, pour la demande, en fait, voilà la situation qui s'est présentée. Nous savons tous que ce soit l'ECOAP, que ce soit la politique agricole, toutes ces politiques, en tout cas, s'engagent à, disons, font des côté des entreprises privées. C'est des politiques qui ne sont pas exclusives, qui disent que bon, nous, on est là pour les entreprises privées ou on est là pour les exploitations. Donc, il y a là des opportunités pour les exploitations familiales, n'est-ce pas? Alors, donc le défi pour les OP, c'est de valoriser ces opportunités pour accroître les performances de leur exploitation familiale. C'est ce défi qui crée, en tout cas, le besoin, voilà, de renforcer les capacités des OP pour que ces opportunités-là soient valorisées en faveur des exploitations familiales. Voilà un peu, en tout cas, tel que se pose le problème. À cette demande d'offre, à cette demande de renforcement de capacité répond une offre. Là, on a une toute petite historique de la réponse. Il faut dire que le processus a été appuyé par le hub rural. Il y a d'abord eu la mise en place d'un cadre de concertation inter-OP, ce que j'appelle ici un renforcement institutionnel. Parce que ces trois OP intervenaient, disons, individuellement pour influencer les politiques. Avec ce cadre, on restructure, on réorganise, on donne des possibilités d'aller ensemble. C'est dans le cadre, justement, de ce cadre que le projet a été formulé à l'occasion d'un appel à proposition de l'Union européenne. Et cette proposition a abouti effectivement à la mobilisation des ressources de l'Union européenne. En plus de cela, d'autres partenaires sont venus s'ajouter, partenaires techniques et financiers des OPR, qui apportant son appui technique, qui apportant son appui financier, qui apportant les deux à la fois. Voilà. Et ensuite, lorsque ce projet a été lancé, le hub rural a accompagné dans la gestion des ressources, le suivi
et la coordination du projet. Ça, c'était pour montrer un peu l'historique. Alors, maintenant, pour le renforcement de capacité elle-même, l'objet, c'est de pouvoir, en tout cas de doter les OPR de capacité de formulation de propositions, de pouvoir dire dans le cadre du processus ECOWAP comme du processus politique agricole de l'Union, de pouvoir venir formuler des propositions en faveur des exploitations agricoles. Nos exploitations agricoles ont tel problème, nous pensons que si nous faisons ça, ces problèmes vont être résolus. Et sur la base de ces propositions, conduire des plaidoyers pour que justement les prises de décision soient conformes aux propositions des OPR. Et maintenant, quand, disons, les centres de décision étaient convaincus que ces propositions sont bonnes, il faut avoir la capacité aussi de, n'est-ce pas, de veiller à la réalisation des décisions prises. Parce que quand vous faites un plaidoyer, vous aboutissez à une décision qui s'engage à répondre à votre proposition. À dire oui, c'est pertinent, nous allons le faire, mais normalement, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer pour que justement les engagements pris soient réalisés. Voilà un peu ce que nous pensons comme capacité de pouvoir faire aboutir, en tout cas, n'est-ce pas, des propositions centrées sur les préoccupations. C'est ça que j'appelle ici objet. Maintenant, l'objectif, il est intitulé comme cela. L'objectif du projet, c'est de renforcer l'implication des organisations de producteurs agricoles et d'éleveurs d'Afrique de l'Ouest au processus de décision sur les politiques et programmes affectant les conditions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà l'objectif que s'est assigné le projet. Ce projet a, disons, vraiment 4 résultats, mais les 3 premiers résultats sont des résultats vraiment centrés sur les capacités, le 4e étant un résultat opérationnel de gestion de projet et de coordination d'activités. Donc, dans le cadre du premier résultat, c'est les capacités d'élaboration de propositions concrètes argumentées. Parce qu'il ne faut pas aussi se lever un bon matin et dire bon, que les exploitations familiales doivent être toutes équipées de tracteurs. Donc il faut raisonner, il faut argumenter. Il faut pour cela diagnostiquer, analyser les situations réelles, partir des situations concrètes et surtout faire des propositions acceptables en fonction justement des possibilités de l'heure. Le résultat 2 est surtout axé sur l'influence des décisions, c'est-à-dire le plaidoyer. Et maintenant, vous avez un troisième qui porte sur, n'est-ce pas, l'implication à la mise en œuvre des programmes. C'est à la fois accompagner, n'est-ce pas, ce qui se fait déjà, participer à ce qui se fait déjà et aménager dans ce cadre-là des possibilités, mais aussi c'est en accompagnant ces programmes que l'on peut aussi avoir des opportunités de, n'est-ce pas, introduire des propositions qui ont fait l'objet d'engagement de la part des autorités. Maintenant, comme je dis, le 4e résultat, c'est un résultat de coordination, d'opérationnalisation du projet. Alors, c'est peut-être les écritures sont peut-être petites, mais voilà les 4 résultats, donc R1 que nous venons d'évoquer tantôt, donc proposition, etc. Et dans ce cadre-là, maintenant, nous avons des actions qui structurent les opérations du projet. Donc, c'est une matrice, chaque résultat a un ensemble d'actions. Ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces actions couvrent le champ du résultat. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un cadre qui permet, n'est-ce pas, une approche tirée, en tout cas une démarche tirée par la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité, ça c'est un cadre, c'est une matrice, il n'y a pas d'activité figée où chaque OP est obligé de faire exactement la même chose que l'autre, bien qu'il y a une coordination. Mais ça, c'est dans le cadre de cette matrice que chaque OP vient dire, moi, sous cette activité, voilà ce que j'ai personnellement envie de faire. Et il y a d'autres activités, ils viennent, ils disent,
ça, sous cette action-là, nous allons faire ensemble ceci et cela. Donc c'est une matrice qui n'est pas une matrice d'activité, comme j'ai dit, où tout le monde fait exactement renforcement de capacité de plaidoyer, par exemple. Mais dans renforcement de capacité de plaidoyer, l'Europa va venir dire, moi je veux faire ceci. APES va venir dire, moi je veux faire ceci. RBM va venir dire, moi je veux faire ceci. Et aussi, sur d'autres aspects, ils vont venir dire, à trois, nous voulons faire ensemble ceci. Donc c'est vraiment une approche tirée par la demande. C'est pourquoi j'ai voulu montrer rapidement cette matrice. Bon, mais il y a un ensemble d'activités. Maintenant, cela dit, les produits, qu'est-ce que les OPR ont acquis? Beaucoup de choses. Je veux dire, maintenant, ici, je présente les produits en fonction des préoccupations du projet, en fonction des capacités à renforcer. Je m'arrête ici sur la formulation de propositions. Vous savez, globalement, pour formuler des propositions, je l'ai dit tantôt, il faut analyser la situation concrète des exploitations familiales, leur environnement, l'évolution des politiques, etc. Donc il y a une phase d'analyse. Et qui dit phase d'analyse, dit phase de collecte de données, phase de réflexion, phase de partage, etc. Donc, c'est pourquoi vous verrez ici, d'abord, qui fait ça pour les OP, ce sont leurs experts à elles, pardon. Donc, il faut renforcer leur capacité de mobiliser une expertise interne et de pouvoir aussi la déployer à travers des moyens logistiques. Et ça, vraiment, c'est ça qu'on parle de cellules régionales renforcées. Ils ont les ressources humaines, ils ont les ressources logistiques, ils ont les ressources informatiques pour pouvoir avoir en interne, n'est-ce pas, la capacité de réflexion, la capacité d'analyse, la capacité de formulation, pour aider justement les leaders des EP à y aller. Et il y a aussi qu'elles ont acquis des systèmes de gestion des connaissances, ils ont renforcé leur système de gestion de connaissances. Ils en avaient, mais avec le projet, ils ont pu effectivement les développer. Ça, c'est des éléments que vous voyez, je les ai comme ça pris carrément sur le rapport bilan sur les 5 ans. C'est exactement, n'est-ce pas, c'est comme ça que c'est exprimé. Donc, les capacités de collecte de données, les capacités, n'est-ce pas, de prise en compte des points de vue des producteurs, parce que les producteurs ont des points de vue. Vous savez, ces réseaux régionaux sont démembrés en plateformes nationales. Les plateformes nationales sont démembrées en fédérations d'OP. Les fédérations d'OP sont démembrées en OP. Donc, du niveau régional au niveau local, c'est des organisations structurées qui débattent et qui produisent des points de vue. Et ce sont ces points de vue-là, justement, qui viennent alimenter. Bon, ils ont amélioré la typologie, la connaissance de la typologie des exploitations, les modalités de fonctionnement. Ils ont une meilleure connaissance de la situation économique en termes de revenus ou de l'état de sécurité alimentaire des exploitations familiales. Ils ont en fait aussi mis en place, n'est-ce pas, des outils de concertation où on discute, et ils ont mis à jour leur plan stratégique. Donc vraiment, ils sont en situation de pouvoir analyser les situations et de pouvoir formuler des propositions à partir de cela. Ça, c'est un des acquis de leurs produits. Maintenant, la capacité de plaidoyer. Le plaidoyer, bon, c'est la communication, c'est la planification de comment on va faire, c'est la... Bon, voilà, bon, il y a des éléments de formulation de propositions qui reviennent, parce que le plaidoyer aussi est itératif. Hein? Bon, vous avez une proposition, vous la formulez, on vous rétorque que ce n'est pas pertinent, bon, vous la reformulez, donc c'est une démarche tellement itérative qu'entre formulation de propositions et plaidoyer, c'est un va-et-vient incessant. Voilà, alors, donc, maintenant par rapport aux effets. Ici, les effets, je les assimile donc aux influences. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on impacte les politiques? Est-ce qu'on les change? Est-ce que nos points de vue sont pris en compte? Est-ce que nous apportons quelque chose? Est-ce que nous sommes capables d'amender? Et là, maintenant,
à 3 niveaux. Celui des objectifs stratégiques. Bon, tout le monde sait ici que vraiment l'une des dimensions des objectifs stratégiques de l'ECOWAS PDDA, c'est la souveraineté alimentaire. Sécurité alimentaire certes, mais souveraineté alimentaire aussi. Et ça vraiment, c'est une proposition que les OP ont défendue dans tous les forums où on discutait stratégie. Et c'est leur apport. Donc on peut dire là qu'ils ont influencé, n'est-ce pas, la projection stratégique de la politique. Maintenant, sur les modalités d'implication. Le caractère multisectoriel du PNIASAN. Voilà. Que ça ne soit plus PNIASAN, oui. agro-pastoral et halieutique. Voilà. Ça aussi, c'est un concept fort, bon, qui est là et sur lequel, en tout cas, leur action a pesé. Maintenant, sur les modalités d'implication. Comme je l'ai dit tantôt, ces opères venaient en solo, pour ainsi dire. C'est vrai qu'ils se prêtaient attention, ils se prêtaient oreille quand les gens discutaient, mais il y avait 3 voix voilà, parallèles. Et maintenant, ils sont parvenus à faire admettre, parce que c'est ça aussi l'influence, à faire admettre que quand ils viennent, ils peuvent parler d'une seule voix. ROPA va représenter les 3, ou bien APES va représenter les 3, ou bien RBM, et ils parlent d'une seule voix. Je dis parler d'une même voix et agir de concert, parce que c'est cela. Et ce n'était pas ça. Donc on peut dire que les modalités de participation de ces opères ont été transformées par eux en acceptant de se mettre ensemble dans un cadre de concertation et en venant parler d'une seule et même voix. Maintenant, sur les programmes opérationnels, il y a beaucoup de choses qui sont en chantier actuellement, mais ce qu'ils sont parvenus à intégrer, c'est-à-dire que ce soit accepté par les décideurs régionaux et nationaux, c'est que les programmes du processus ECOWAS-PDDA intègrent aujourd'hui, n'est-ce pas, la dimension réserve régionale d'aliments bétail. Vous savez, bon, les gens ont pensé toujours aux hommes. Bon, et ça a été un grand combat depuis toujours. Mais c'est eux qui sont venus dire, attention, il y a aussi les animaux, sans lesquels, bon, tout s'écroule aussi quelque part. Bon, donc il faut aussi leur réserver leur stock alimentaire. Ça, c'est vraiment eux. L'autre chose... Et les gens ont dit, on ne sait pas. Oui. Ils ont dit, vous ne savez pas, nous allons réfléchir pour venir vous faire une proposition. Voilà. Donc comment... On va faire ça. C'est quoi la réserve aliment bataille et comment l'intégrer. Voilà. Ouais. Voilà. Et l'autre chose, c'est la transhumance et le pastoralisme. Vous savez, bon, ça, sur cette question, nous tous, nous sommes conscients que, bon, chaque année, les gens se tuent, partout. Entre les pays et à l'intérieur des pays. Les gens se tuaient. Donc, c'était là une question sur laquelle, véritablement, n'est-ce pas, que les politiques agricoles régionales n'adressaient pas. Mais ils sont venus montrer la pertinence de la question, sa dangerosité par rapport à la stabilité, à la cohérence sociale et tout, et la nécessité donc de prendre cette question en charge, non pas du point de vue des conflits seulement, mais du point de vue aussi de l'exploitation des ressources fourragères, des ressources pâturagères, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est un des programmes aujourd'hui régionaux qui mobilisent au haut niveau, de manière régulière, pratiquement chaque année, les ministres de l'élevage, de la côte, etc., se retrouvent pour discuter de cette question et essayer d'apporter des solutions. Enfin, il y a le développement de la filière lait local. Ça aussi, aujourd'hui, comme le riz, la CEDEAO a accepté de mettre en place une task force pour réfléchir sur l'offensive qui va adresser cette question. Voilà, ça c'est vraiment, en tout cas, les impacts que nous avons identifiés. Peut-être que, bon, et sur le pipeline des projets, il y a des choses qui nécessairement vont venir. Bon, maintenant, pour terminer, comme je vous ai dit, ça c'est au niveau des équipes techniques des OPR et du hub rural, où ils ont fait
une sorte de capitalisation pour voir les bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand on dit ça, on entre déjà dans la perspective. Les bonnes pratiques, ce n'est pas de dire nous admirons ça, c'est de dire à partir de maintenant, dorénavant, demain, c'est comme ça que nous allons aborder ces questions. C'est ça, les bonnes pratiques. Donc, ils entrent déjà dans une sorte de perspective, de valorisation de l'expérience demain. Alors, en matière de proposition, ici, la proposition et le plaidoyer sont associés dans l'identification des bonnes pratiques. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un aller-retour permanent. Je propose, on me dit non, c'est pas bon. Je reviens, je repropose. Je suis... Oui? C'est dire survol après tu vas. Oui, d'accord. Donc, bonne pratique. Bon, voilà. Alors, donc, l'autre catégorie de bonnes pratiques porte sur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la concrétisation des propositions. C'est-à-dire, j'ai fait une proposition, on l'a acceptée, il y a un engagement qui est pris, je poursuis pour que, justement, cette proposition soit transformée dans la réalité telle que ça s'est passé pour, n'est-ce pas, les programmes que j'ai évoqués. C'était d'abord des propositions. Abordons la question, n'est-ce pas, du pastoralisme, de la transhumance. Bon, la proposition est acceptée et maintenant on poursuit le plaidoyer, on affine jusqu'à ce que ce soit concrétisé par un programme. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention.